Aujourd'hui, trop de jeux sortent. Il est impossible pour le joueur moderne d'écumer la dizaine de milliers de jeux qui sortent annuellement sur PC, console, tablette, téléphone et j'en passe. Dans cette myriade de titres, on retrouve évidemment des tas de genres, des softs qui privilégient le solo ou le multijoueur, et les éditeurs choisissent comme objectif de développement ceux qui marchent le mieux. Et qu'est-ce qui marche le mieux ? Les jeux à stress et compétition. Quand on regarde les chiffres, c'est flagrant. 180 millions de joueurs mensuels en 2022 pour le mobile League of Legends, pourtant paru en 2009. 1,5 million de joueurs quotidiens pour le Battle Royale Fortnite, paru en 2017. Un pic à 1,8 million de joueurs simultanés pour le FPS multijoueur Counter-Strike 2, paru en 2023. Ou encore 700 000 joueurs quotidiens pour le hero shooter Valorant, paru en 2020. Au-delà du fait que les jeux-services attirent un grand nombre de joueurs, ce qui empêche à la majorité des autres expériences vidéoludiques d'exister sur un marché saturé, et dont nous avons déjà parlé dans la crise du jeu vidéo, je vous propose plutôt de nous intéresser dans cette vidéo à la notion de stress et de compétition sous-jacente à ces titres. En effet, le temps du jeu et le temps du joueur semblent se conjuguer autour de ces deux notions. Le stress apporté par la compétition apporte de l'adrénaline aux joueurs, le menant de la joie intense à la rage extrême, et favorise de fait la dynamique appréciée de compétition qu'on retrouve dans l'e-sport, qui concerne des titres multijoueurs hyper compétitifs, ce qui participe selon moi à l'essor de ces genres, que sont le Battle Royale, le Hero Shooter ou encore le MOBA. Analysons donc ces notions de stress et de compétition dans ce nouvel épisode de Captain Cast sur le temps et le jeu vidéo. Revenons au temps. En général, dans certaines expériences vidéoludiques, le soft peut vous imposer un timer direct et précis pour vous demander expressément de réaliser un objectif donné dans un temps spécifique. Cela peut être finir un niveau de jeu de plateforme comme dans TMNT, tenir une position dans un Call of Duty, d'escorter rapidement des personnages dans un Dead Rising, ou encore se préparer à une invasion de troupes dans The Year Billions. C'est le temps du stress, où le joueur doit se concentrer pour aller plus vite, se protéger plus longtemps ou planifier plus précisément. Ce test de compétence est à la fois frustrant en cas d'échec, mais gratifiant en cas de réussite. Toujours challengeant, apportant son lot d'adrénaline et marquant le joueur, en bien comme en mal. Toujours est-il qu'il ne faut pas abuser de ce challenge. Il vaut mieux proposer cela lorsque les mécaniques sont suffisamment connues et maîtrisées par le joueur. Certains jeux jouent même autour de cette notion de stress via des boucles temporelles. On a aussi le jeu d'aventure Outer Wilds, aussi énigmatique que son monde, qui reset à intervalles réguliers. Ou le FPS Deathloop, où la mort entraîne le retour au début, mais avec la connaissance accumulée. On joue ainsi avec le temps dans une alchimie souvent unique, un brin moins stressante, car corollaire à toute l'expérience. Mais voilà, ce temps peut aussi être vu passivement. Le temps de la compétition va venir ainsi travailler sur ce temps de stress, en le dévoilant non pas avec un minuteur particulier, mais dans ses mécaniques mêmes, en vous opposant en temps réel à des intelligences artificielles ou à des joueurs. Le timer laisse sa place à un timer humain ou artificiel, un temps d'autrui qu'il faut intégrer à sa stratégie. Cela apporte alors de l'adrénaline dans des expériences intenses pouvant également devenir spectacle. Le meilleur exemple de cela, c'est les jeux de stratégie en temps réel. Tout développement de notre part va servir à nous mettre en concurrence avec les développements d'autrui. Plus vous construisez, recrutez et recherchez vite dans Age of Empires, plus vous êtes prêt à répondre aux menaces. Et si vous passez trop de temps à construire votre économie, un adversaire plus rapide aura tôt fait de réduire à néant votre base. Cela peut être aussi stimulant que très stressant pour les joueurs qui préfèrent prendre leur temps pour se développer ou réfléchir à des décisions tour par tour. Mais c'est ce stress de la décision qui donne au STR une dynamique de compétition, l'e-sport s'étant originellement développé, au-delà des fighting games, sur StarCraft ou encore Age of Empires. Mais le STR est en crise depuis plus d'une dizaine d'années et a du mal à s'imposer aujourd'hui. Selon moi, c'est dû au fait que la compétition proposée par le titre est associée à un trop grand nombre de variables. Dans Warcraft 3, on doit gérer sa base, ses ressources, ses unités, ses héros, ses compétences et sa prise de niveau, tout en faisant face aux adversaires en temps réel. C'est passionnant à regarder, mais très dur à maîtriser. Pour retrouver ce stress et cette adrénaline unique de la compétition, avec moins de variables, le MOBA est venu s'imposer, en récupérant des tas d'éléments du STR, comme les clics de déplacement, le lancement de compétences et l'envoi de troupes de part et d'autre, pour nous faire contrôler uniquement un héros dans une équipe donnée. Cela marche tellement que le nombre de MOBA développés dans les années 2010 a été légion, la plupart n'arrivant pas au niveau de League of Legends, paru en free-to-play en 2009, et qui reste le mastodonte de ce genre, qui a irrigué de nombreuses compétitions
et fait connaître un grand nombre de vidéastes et d'équipes compétitives. On trouve les mêmes types de mécaniques dans les FPS en général, notamment la déclinaison Battle Royale, où il faut récupérer le plus vite possible du bon équipement pour être le seul survivant dans de vastes cartes. Chaque moment de recherche sans succès est un moment que vous donnez aux adversaires pour s'équiper mieux que vous. Cela transforme le rythme du titre, laissant le FPS survolté à Call of Duty et le gameplay millimétrique au Counter-Strike pour des parties lentes et pleines de stress. Cette attention à la compétition dépend de chacun. Certains adorent regarder des compétitions ou participer à des tournois, d'autres moins. Et je ne m'y connais pas assez en neurobiologie pour voir quelles zones sont sollicitées, mais l'extension de la compétition dans le loisir vidéoludique me semble conforme à une société de l'hyper-compétition dans laquelle nous vivons, où il faut gagner plus, voyager plus se comparer via les réseaux sociaux, ou travailler plus ou moins en fonction de si on vend des formations stupides sur TikTok ou si on a besoin de démontrer à ses supérieurs qu'on peut abandonner sa vie entière pour le travail. Dans ce monde-là, on voit bien pourquoi certains vont tout donner pour passer Ligue de Platine sur League of Legends. C'est à ce moment-là qu'on arrive à la notion de grind. Mais c'est quoi le grind ? Originellement, dans les RPG, le grind consiste à enchaîner les bastons contre des adversaires moins puissants. Plus vous vous battez, plus vous accumulez des ressources et des niveaux, plus vous débloquez des compétences et un meilleur équipement. Alors si vous êtes bloqué face à des ennemis trop forts, vous pouvez enchaîner des ennemis plus faibles pour vous améliorer un petit coup. Certains vieux jeux en jouent particulièrement, imposant de se farcir moult combats inintéressants dans le but de se faciliter le reste de l'aventure, comme dans les premiers Final Fantasy ou Ys. On préfère généralement à cette mécanique archaïque une progression plus équilibrée, pas toujours facile à construire pour les développeurs, mais lorsque cela marche, comme dans Elden Ring, cela permet aux joueurs hardcore d'enchaîner les boss, et aux joueurs moins hardcore d'aller prendre de l'expérience dans la campagne. Le grind du joueur, lui, va dépasser le cadre du titre. Le joueur va se créer une routine, une expérience de jeu, en multipliant les sessions pour s'améliorer, en enchaînant les parties de Fortnite pour construire plus vite, de League of Legends pour parfaire son build. Le temps du stress et de la compétition fusionnent alors pour donner des titres hyper addictifs, où la source du plaisir réside dans la progression, notamment lorsqu'on gagne. Les mécaniques d'équilibrage deviennent alors très importantes, mais sujettes à manipulation. Pour Marvel Rivals, certains analystes notaient que lorsqu'on jouait beaucoup au titre, on se retrouvait dans des équipes moins fortes, et inversement, pour donner l'envie aux joueurs occasionnels de rejouer, et pour frustrer le joueur régulier, pour lui donner la patate de revenir encore plus fort. Ce mécanisme cérébral est donc parfaitement connu lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les joueurs s'engagent sur un titre en ligne très compétitif. C'est une des raisons du succès incroyable de ces softs, avec le corollaire de détruire certaines personnes, à l'image de vidéastes populaires comme Sardoche, pétant des câbles en direct malgré un excellent niveau de jeu. Cela ne veut pas dire que les jeux compétitifs sont à jeter, mais que trop de stress et de compétition peuvent être mauvais dans certains cas d'utilisation. En tous les cas, les jeux compétitifs à expertise passionnent, et vont apporter cette passion aux joueurs désireux de s'investir. L'exemple le plus ancien est celui des fighting games, des dizaines de personnages, des centaines de coups et de combinaisons, et des joutes ultra rapides. Il n'en faut pas plus pour irriguer des compétitions et des tournois depuis plus de 30 ans sur des jeux comme Street Fighter. Cela peut permettre la création d'une communauté de passionnés, sur internet ou en vrai, qui s'échangent sur les stratégies, les analyses de jeux ou les visionnages collectifs de grands joueurs. C'est cette communauté qui a permis l'essor de l'e-sport, se mêlant au STR, au MOBA, au FPS. Cela donne une vision communautaire d'un titre, avec ses vidéastes, ses guides, ses forums et ses partages, qui peuvent être très positifs, et donner du jeu vidéo une belle image de spectacle, au-delà du grind qui peut détruire. Les chiffres parlent de toute façon d'eux-mêmes. Dans les 10 jeux récents les plus streamés sur la plateforme Twitch, on trouve League of Legends et Dota 2 pour le MOBA, Counter-Strike pour le FPS et Valorant pour le Hero Shooter. Ce sont des jeux simples à prendre en main et difficiles à maîtriser. Le temps peut devenir dans le jeu vidéo une source de stress, mais aussi d'adrénaline, en rendant beaucoup de ces expériences intenses à vivre, ce qui explique le fait que les Battle Royale, MOBA et Hero Shooter soient aujourd'hui très importants dans le secteur de l'e-sport, sur Twitch, ou plus globalement dans le temps de jeu global. Reste que ce stress intense et cette compétition peuvent entraîner également de grandes sources d'addiction ou de rage, particulièrement pour les joueurs les plus jeunes et les plus vulnérables, irrigués peut-être bien trop tôt par des mécaniques de compétition intenses. Entre le temps de l'expertise et le temps de la rage, il n'y a bien souvent qu'un pas.